Vendre ou acquérir une entreprise, ce n'est pas juste une grosse transaction. C'est souvent le projet stratégique de toute une vie. Et dans cette partie aux enjeux immenses, le succès ne tient pas à la chance, mais à un seul et unique facteur. Une préparation absolument méticuleuse. La première question qu'on doit se poser, elle est simple. Est-ce qu'on se prépare pour un sprint ou pour un marathon? Et attention, parce que voir ça comme une course de vitesse, c'est sans doute la plus grande erreur qu'on puisse commettre. Il faut se mettre en condition pour un effort long et complexe. Bon, rentrons dans le concret. Un processus de vente qui se passe bien, ça dure en général entre 12 et 24 mois. Et comme on le voit ici, ça se découpe en 3 grandes phases. D'abord, la préparation, c'est la plus longue et de loin la plus critique. Ensuite, la négociation, quand on entre en contact avec les acheteurs. Et enfin, la clôture, où l'on finalise tout sur le plan juridique et financier. Alors attaquons cette première phase, la plus importante de toutes. C'est vraiment le travail de l'ombre, celui qui se fait en interne, bien avant même d'imaginer contacter un acheteur. C'est là qu'on va littéralement sculpter la valeur de sa société. Cette citation, elle résume tout. L'idée, ce n'est pas de faire un simple exercice de comptabilité. Non, il s'agit de construire une véritable equity story, c'est-à-dire un récit puissant qui ne se contente pas de regarder le passé, mais qui démontre tout le potentiel de rentabilité future de l'entreprise. Et au cœur de cette histoire, il y a un indicateur clé, l'EBITDA ajusté. Retenez bien ce terme, c'est crucial. C'est la mesure que les acheteurs vont regarder à la loupe. Pourquoi? Parce qu'elle leur montre la véritable capacité de l'entreprise à générer du profit, une fois qu'on a retiré toutes les dépenses qui sont uniquement liées au propriétaire actuel. Alors, comment on le sculpte, cet EBITDA ajusté? Ça passe par ce qu'on appelle un processus de normalisation. En gros, c'est un grand nettoyage financier. On passe tout au peigne fin, on enlève les dépenses personnelles comme la voiture de fonction ou certains voyages, on renégocie les contrats pour améliorer les marges, on se débarrasse du vieux stock qui fausse le bilan et, point très important, on ajuste le salaire du dirigeant pour qu'il corresponde à ce que le marché paierait pour ce poste. Et regardez l'impact que ça peut avoir. C'est là que ça devient vraiment puissant. Chaque euro de profit qu'on normalise, eh bien, il est multiplié dans le prix de vente final. Prenez l'exemple tout simple ici. On identifie 10 000 euros de dépenses personnelles à retirer. Avec un multiple de valorisation de 5 fois, ça fait 50 000 euros de plus directement dans la poche du vendeur. C'est énorme. Bien sûr, ce fameux multiple, il ne sort pas d'un chapeau magique. Il dépend énormément du secteur d'activité, comme on le voit sur ce tableau. Une entreprise dans la technologie peut valoir jusqu'à 12 fois son profit, alors qu'une entreprise de construction sera plutôt autour de 5 fois. C'est justement pour ça que tout ce travail sur l'EBITDA est si vital. On ne peut pas toujours changer son multiple, mais on peut maximiser le chiffre qu'il va venir multiplier. On entre maintenant dans la deuxième phase. Et là, c'est l'épreuve du feu. Tout le travail de préparation va être testé durant l'audit d'acquisition, la fameuse due diligence. C'est le moment de vérité, où l'acheteur va absolument tout vérifier. Et c'est une étape où, malheureusement, beaucoup de transactions échouent. Mais là encore, avoir bien fait ses devoirs, ça change tout. Un vendeur bien préparé peut raccourcir la durée de cet audit de 30 et même jusqu'à 50%. Et un audit plus court, ça veut dire moins de temps pour que le doute s'installe, moins de risques que le deal tombe à l'eau, et au final, ça bâtit une confiance énorme entre les deux parties. L'outil qui est au centre de toute cette phase, c'est la data room. Il faut imaginer ça comme une sorte de coffre-fort numérique, hyper sécurisé, où chaque document critique de l'entreprise est classé et accessible pour l'acheteur. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Cette data room, ça doit être la seule et unique source de vérité pour tout le monde. Et qu'est-ce qu'on y met dans cette data room? Eh bien, à peu près tout. Voici juste un petit aperçu. Les états financiers des 3 dernières années, bien sûr, mais aussi le détail du calcul de l'EBITDA ajusté, les statuts de la société, les pactes d'actionnaires, les 10 plus gros contrats clients, les contrats des employés clés. La rigueur est non négociable. Et quand on voit ça, on comprend tout de suite pourquoi la préparation prend des mois. Mais au-delà de tous ces documents, qu'est-ce que l'acquéreur cherche vraiment à savoir? En fait, il veut une réponse à ces 5 questions fondamentales. 1. La rentabilité qu'on lui montre est-elle vraiment solide? 2. Est-ce que la boîte peut tourner sans son fondateur? 3. Est-on trop dépendant d'un seul gros client? 4. Y a-t-il des cadavres dans le placard, comme des litiges cachés? Et 5. Combien faudra-t-il réinvestir demain? Tout le travail de préparation doit viser à avoir une réponse claire et rassurante à chacune de ces questions. Une fois qu'on a passé avec succès l'épreuve de la due diligence, on peut enfin entrer dans la dernière ligne droite, la phase de clôture. C'est là que les discussions se concrétisent et que les poignées de main se transforment en accords juridiques qui engagent vraiment.
Le premier document clé de cette phase, c'est la lettre d'intention ou LOI. Alors attention, ce n'est pas encore le contrat de vente final. On peut voir ça comme une sorte de contrat de fiançailles. On met sur papier les grandes lignes de l'accord, le prix, les conditions, le calendrier. C'est ce document qui lance officiellement le début de la négociation finale. Un point de négociation qui est absolument crucial, c'est la structure même de la transaction. Il y a deux grandes options. D'un côté, le share deal. L'acheteur reprend tout le paquet, c'est-à-dire l'entreprise entière, avec ses actifs, mais aussi toutes ses dettes, connues ou pas. C'est simple, mais pour lui, c'est risqué. De l'autre côté, l'asset deal. Là, l'acheteur fait son marché. Il choisit les actifs qui l'intéressent et il laisse les dettes derrière. C'est plus complexe administrativement, mais beaucoup plus sûr pour lui. Et le choix entre ces deux options a des conséquences fiscales et juridiques gigantesques. On pourrait penser que l'histoire s'arrête le jour de la signature. Mais en réalité, pas du tout. Une bonne préparation ne sert pas seulement à bien vendre, elle prépare aussi l'après. Et ses bénéfices se font sentir bien au-delà de la transaction. Pour l'acquéreur, en fait, un nouveau marathon commence. C'est l'intégration. Le but ultime, c'est de réaliser ce qu'on appelle des synergies. L'idée est toute simple, faire en sorte que 1 + 1 soit égal à 3, en combinant les forces des deux entreprises pour créer de la valeur, que ce soit en réduisant les coûts ou en conquérant de nouveaux marchés. Donc le message final à retenir, c'est celui-ci. La préparation, ça ne sert pas juste à maximiser le chèque pour le vendeur. C'est ce qui pose les fondations d'une intégration réussie et donc du succès futur de l'entreprise elle-même. C'est vraiment la clé pour que tout le monde sorte gagnant. En fin de compte, vendre son entreprise, ce n'est pas juste vendre des chiffres dans un tableau Excel. C'est raconter une histoire convaincante sur son avenir. Chaque entreprise a une histoire. La vraie question, c'est quelle histoire la vôtre va-t-elle raconter à un acheteur potentiel ?